Si tu n'as pas entendu parler de Bitcoin, c'est que tu vis sur une île perdue. Et genre vraiment j'ai fait. Les auteurs adorent raconter, oui, j'ai été démarché. Moi, pas du tout. J'ai pas envie de devenir l'écran de fumée. Enfin, tu vois, ok, c'est bien, j'ai fait du concret avec la startup, mais peut-être que j'ai besoin de un peu faire back to basics, quoi. C'est quoi une entreprise qui marche? Acheter, vendre. Non, mais est-ce que tu veux bien te présenter pour commencer? Oui, moi, du coup, c'est Aurélien Onimus. Je suis le CEO de Tangiblox. Donc, on crée un jeu mobile basé sur les données réelles des prix du marché crypto. Ok. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc c'est un jeu gratuit qui a pour but notamment de permettre aux gens déjà de s'amuser et de deux de s'éduquer sur ce marché un peu nébuleux et complexe, on va dire. C'est vrai, c'est vrai. Quand on n'est pas dans la crypto, je pense qu'on comprend pas. Ouais, il y a ça. Il y a aussi quand on commence à s'intéresser, on se rend compte qu'en fait c'est très très profond comme sujet et que ça demande du temps. Et surtout que très très vite on peut être noyé d'informations et en Ouais. fait nous c'est ce qu'on essaye un peu de canaliser par le jeu en fait, c'est aussi simple que ça. Ok. Mais il y a une plus-value, on y reviendra à ton entreprise, mais par le jeu, est-ce que c'est l'apprentissage? Est-ce que c'est la gestion des crypto-monnaies? En fait il y a plusieurs choses en fait. Aujourd'hui dans le jeu on peut faire le fonctionnement en fait est le suivant. Tous les jours, un joueur, quand il se connecte, il réclame en fait de l'argent, du faux argent, mais qui est indexé sur le vrai cours du dollar. Ok. Et en fait, cet argent-là qu'il réclame, il va le jouer dans différents jeux. Pour le moment, il n'y a que 2 jeux. Un, c'est le portefeuille fictif, comme s'il investissait vraiment dans les crypto-monnaies, et donc ça va suivre l'évolution réelle du cours de marché. Et l'autre, c'est des paris. Par exemple, est-ce que d'après toi, Bitcoin, dans les 2 prochaines heures, va monter ou descendre? Ok. Ou est-ce que Ethereum, donc qui est une autre crypto-monnaie, et Bitcoin, parmi les deux, laquelle va la mieux performer selon toi dans les prochaines 12 heures, par exemple? Ok. Ouais, donc c'est un jeu comme ça, il y a un classement en fin de semaine qui met en avant les meilleures personnes et ils gagnent des récompenses qui sont des récompenses de jeu. Donc c'est purement en fait, par exemple des diamants qui vont donner des boosts en jeu, un peu comme dans Candy Crush. Et éventuellement, donc là on est en train de développer, c'est bientôt fini, ils pourront aussi gagner des vrais prix en crypto-monnaie. Voilà. Ok. Ouais. Donc, Trop cool. donc se bâtir leur premier patrimoine, on va dire, de Ouais. jeune génération qui n'a pas forcément les capitaux, mais qui est curieuse. Mais s'ils sont bons finalement, ils pourront gagner vraiment des capitaux. Ok. Voilà. Très cool. Très cool. Qu'est-ce que tu as fait comme parcours pour arriver jusqu'à monter ton entreprise? Alors, je t'avoue que j'ai regardé sur LinkedIn et genre vraiment, j'ai fait. Tellement que je me suis dit, mais par où je vais commencer? Quelles questions je vais lui poser? Parce que vraiment, j'ai envie de te poser 1 milliard de questions sur tout ton parcours déjà. Non, bah après, moi, je suis né à Bastia, j'ai grandi à Bastia, donc bon, parcours classique, etc. Je suis parti ensuite, j'ai fait une classe prépa sur Nice, à Masséna. Donc c'était une classe prépa ECS, en fait. Bon, historiquement, c'est les classes prépa HEC. Malheureusement, j'ai pas eu HEC. Donc c'est ma petite déception de mon parcours académique, très grosse, ceci dit, mais je l'ai un peu réduite avec le temps, on va dire. Donc après, j'ai intégré une école de commerce. Ma vengeance, entre autres, c'était de finir major. Donc ça, c'était mon truc perso. Voilà, c'était un challenge que je m'étais mis. Quand j'avais eu des expériences pro, j'ai beaucoup bossé dans des startups différentes, notamment plus ou moins liées à l'écosystème corse. Parce que ça te plaisait? Parce que tu envisageais de créer la tienne? En fait, j'ai eu... alors le désir d'entreprendre, il est pas venu si tôt finalement. Pendant longtemps, je savais pas trop ce que je voulais faire. Et c'est arrivé vraiment en 2e année de classe prépa, quand les concours approchaient et vraiment l'école de commerce arrivait. En fait, j'avais qu'une hâte, c'est enfin faire des choses concrètes. La prépa, c'est super bien pour l'aspect analytique, apprendre des choses et tout, mais le concret pur et dur, je sentais que j'avais besoin de faire des choses, quoi. Bon, en école de commerce, en soi, on fait pas tellement de choses concrètes, mais au moins on en parle. Et donc, du coup, ça a stimulé l'esprit. Et petit à petit, je me suis orienté vers l'entrepreneuriat. Voilà, j'ai travaillé premier stage chez Oscaro. Après, j'ai travaillé chez Volpi. J'ai aussi été lié indirectement, on va dire un peu officieusement, à différentes boîtes qui font notamment de l'IA chez Oscaro à l'époque. Donc, c'était super intéressant. Et en fait, le premier stage m'a vraiment donné l'attrait pour l'entrepreneuriat, etc. Et ce qui s'est passé, après j'ai fait ma dernière année aux États-Unis, enfin mon dernier trimestre d'école aux États-Unis, c'était incroyable. La Silicon Valley, ça m'a vraiment déverrouillé il y a eu vraiment un déblocage cérébral. Ah ouais, un truc de fou, mais vraiment un truc de fou. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, on peut tout faire d'où on veut, tout est possible. C'est vraiment l'américain est rentré en moi, quoi, on va dire. Donc en fait, je m'étais dit à l'époque, bon, si je montais une boîte, jamais je le ferai en Corse. Et finalement, quand j'ai eu cette expérience-là, je me suis dit, je suis un fou. À l'époque, en plus, j'avais peut-être des opportunités professionnelles à San Francisco. Mon directeur m'avait un petit peu, le directeur d'école m'avait dit, mais pourquoi tu veux t'en aller en Corse, t'es fou et tout.
Et en fait, moi, j'ai Il dit, tu sais devait quoi, je même le pas fais, en fait. connaître. Oui, non, voilà, il connaissait. Alors, bon, lui, c'était particulier. Il connaissait, mais bref, tous les autres, ils connaissaient pas. Il y en a qui pensaient que c'était en Grèce et tout. Enfin, voilà. Le cliché des Américains qui est véridique pour le coup. Ouais. Et C'est vrai, je suis tellement allée rapidement dans le cliché. Non, Il mais, doit pas connaître, non, d'accord. mais ceci dit, t'as pas vraiment tort. Parce que franchement, quand j'y étais, j'étais surpris. D'ailleurs, petite parenthèse, là, je fais un petit laïus, mais c'était très drôle. Et il y avait une soirée de pitch d'entrepreneurs à l'époque à San Francisco. En fait, j'avais touché un petit peu le sujet IA et je m'étais dit, bon, c'est bon, j'ai compris le truc, ça m'intéresse pas, je vais chercher autre chose. Ça m'a permis d'aller vers le sujet Bitcoin. Et quand j'avais parlé à ce type-là à la soirée, c'était incroyable parce que le type me dit, si tu n'as pas entendu parler de Bitcoin, c'est que tu vis sur une île perdue. Et en fait, ça m'a fait trop rire parce que moi, direct, je pensais évidemment à l'accord. Je me dis, mais en fait, c'est trop drôle parce que. True. Exactement, c'était trop drôle. Exactement, donc c'était super drôle. Et donc après, bon, ce petit truc-là m'a un peu encouragé à faire le sujet de mémoire là-dessus. En fait. Et après, je suis rentré là-dedans. J'ai écrit 1, 2, 3, jusqu'à 4 livres sur la blockchain et la crypto. Les 2 derniers, j'avais édité donc, chez Erol. Donc ça, bon. Sur le papier, c'est beau, mais c'était très, 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 très dur. Normalement, les auteurs adorent raconter, oui, j'ai été démarché. Moi, pas du tout. Moi, j'ai envoyé, je sais pas combien d'exemplaires à la maison d'édition. Et en fait, j'ai eu le contact. C'est incroyable. C'est un petit peu ma force perso, c'est le réseau, en fait. Il y a plein de trucs où je me débrouille bien, mais je suis pas incroyable. Mais le réseau, vraiment, j'ai un truc que je fais pas exprès et c'est un peu naturel, on va dire. Ça, c'est un petit peu ma force. Et là, pour le coup, c'était incroyable parce que bon, j'ai eu un numéro par hasard d'un type que j'ai croisé 10 minutes 3 ans avant dans un bureau. Enfin, vraiment un truc de fou. Et lui, en fait, je faisais que le harceler. Un jour, il m'a dit, écoute Aurélien, je te reçois. Genre, sous-entendu, bon, là, tu m'as saoulé. Je te reçois. Et j'avais écrit un livre et il m'a dit, écoute, ton livre, il est super, mais on en a déjà 50 sur la blockchain comme ça. Donc, tu m'en écris un sur une autre industrie. Je te laisse 5 minutes pour réfléchir à laquelle. Et donc, moi, j'étais là en mode, ok. Alors et donc quand j'étais et dans le même temps j'étais rentré en Corse, j'avais choisi de travailler un peu plus dans le concret parce que j'avais toujours besoin de concret moi en fait, finalement, même malgré l'école de commerce voilà et les stages en start-up, j'avais besoin aussi d'un truc un peu concret et j'avais choisi de bosser dans l'immobilier. Donc c'est quand même un peu un choix drastique et différent. Et le choix en fait, la raison était simple, c'était moi je voulais commencer à modeler en fait mon esprit pour l'entrepreneuriat en Corse et côtoyer des entrepreneurs que j'estimais ou dont j'avais entendu parler que c'était des gens de haut niveau. Et en l'occurrence, j'ai travaillé pour quelqu'un que j'estime énormément. Et quand j'arrive à ce bureau dans la maison d'édition, le responsable d'édition me dit choisis. J'ai dit tu sais quoi, je suis un fou, on va faire blockchain appliquée à l'immobilier. Il n'y avait rien en fait sur la blockchain appliquée à l'immobilier en France. Il n'y avait aucune référence, on va dire. Et il m'a dit t'es sûr que tu peux écrire un livre? Moi j'ai dit oui, mais dans ma tête c'était putain, je crois que je peux écrire 20 pages quoi. Ouais. Mais au début, surtout quand t'as pas de connaissances et tout, tu te dis qu'est-ce que je vais pouvoir Non, c'était chaud. Bon après à l'époque, vu que j'avais un patron aussi qui était très orienté sur l'innovation malgré son industrie très dure, construction etc. Mais du coup ça m'avait pas mal stimulé là-dessus, donc j'avais un peu des billes, mais je pensais quand j'ai dit immobilier et surtout sa réaction qui m'a fait dire qu'il y avait peut-être un truc. Et donc après, je cherchais sur internet, effectivement, il y avait plein de choses anglophones, mais rien en France. En fait. Ok. Et donc ça a été une super occasion. Et ça a été, mine de rien, un gros accélérateur pour plein de sujets. C'est que déjà, ça m'a bâti une notoriété sur la blockchain en général, la crypto. Ça t'a apporté de la légitimité aussi? Ouais, légitimité, notoriété. Et malgré tout, j'ai quand même écrit... Enfin, j'ai signé mon contrat d'édition, j'avais 24 ans, quoi. Ouais, c'est fou. Et mine de rien, surtout qu'il y avait une clause, donc ça c'est la petite blague, mais franchement c'est énorme parce que la clause, il y avait écrit vous vous engagez à écrire vos 10 prochains livres chez Erol. Mais c'est une clause de préférence. Mais normalement, quand on négocie un contrat, on veut pas signer ça. Moi j'ai vu ça, j'ai dit mais c'est trop bien, je signe. Bah ouais. J'étais trop content. Donc bon, maintenant je me suis un peu calmé, j'en ai écrit le 4e, le dernier que j'ai écrit, donc Blockchain Immobilier c'était septembre 2020. Le dernier que j'ai écrit, c'était septembre 2022. Donc lui, c'était plus guide pratique de la blockchain appliquée à l'entreprise. Après, je me suis calmé parce que justement, j'ai lancé Tangiblox et il fallait que je me focalise et que mine de rien, pareil, j'avais sous-estimé le niveau d'implication et le temps qu'il fallait pour arriver à un niveau de boîte. Ok. Je pense qu'on en est encore loin, mais voilà. Ouais, on va en reparler progressivement parce que j'ai plein de questions sur ça aussi. Il est temps de piocher ta première petite carte. Est-ce que ça te fait peur? Non. Étudier à l'international. Tu nous en as déjà un peu parlé. Ouais. J'ai un peu spoilé. Est-ce que c'est à partir de ce moment-là que tu t'es vraiment dit bon, faut que je rentre pour entreprendre là? C'était quoi l'entrepreneuriat pour toi quand tu étais en études comme ça? C'est un groupe qui a beaucoup d'écoles en fait. En fait, on avait impératif de créer des groupes de 3. Il fallait forcément qu'il y ait 2 personnes d'école de commerce et un ingénieur. Et donc c'était des gens qu'on connaissait pas. Et donc dès le début du semestre, on a été groupés ensemble. Et le but, en fait, c'était d'appliquer chaque cours qu'on avait dans le développement d'un projet de boîte qu'on devait cogiter ensemble.
C'est incroyable. Ouais, et donc typiquement, c'est là où j'ai fait du code, du référencement, du growth hacking, enfin des trucs où tu as plutôt que de l'étudier genre de loin, là vraiment on l'a fait, c'est-à-dire et c'était vraiment incroyable, de l'impression 3D. Donc là, c'était le concret que tu attendais, Ouais. c'est-à-dire que vous l'avez vraiment fait, c'était pas du fictif. Alors, on l'a fait, on l'a rendu lançable. Ouais. C'est-à-dire qu'en gros, le truc, on pouvait vraiment dire on le market et tout. À l'époque, c'était. Moi, je trouvais ça l'idée géniale. C'était. On livre. En fait, on avait un gros problème, nous, en école de commerce. C'était que les repas du midi étaient chers et pas équilibrés. La proposition de valeur, c'est on livre ton repas pour 6 €, un repas équilibré et sain devant ton école. Et ça, avec des études de marché, est-ce que c'est Ouais, faisable, la rentabilité de et donc, il y a d'autres l'entreprise boîtes et qui ont tout bien marché. Ouais, bien sûr. Il y a d'autres boîtes qui ont marché plus ou moins. Il y a une qui a très bien cartonné, c'était Nestor. Ok. C'était des gens d'HEC ou d'EDEC qui avaient lancé ça. Je sais pas où ça en est d'ailleurs. Peut-être que ça marche plus, peut-être. Mais en tout cas, à l'époque, c'était très tendance en food tech et tout. Et après, on a décidé de pas aller plus loin. En fait, simplement parce que on avait des envies différentes. C'est-à-dire qu'il y en avait un qui voulait rester sur Paris, l'autre qui disait Paris, j'en ai marre, j'ai envie d'aller à Lisbonne. Et moi, en fait, j'ai dit j'avais envie de rentrer en Corse. Et puis même en termes d'association, ça matchait pas. C'est-à-dire qu'il y a un moment où on a bien travaillé ensemble, mais je me projetais pas avec ces gens. Parce qu'en fait, la notion de valeur, de comment est-ce qu'on perçoit les choses, mine de rien, bon, les gens rigolent beaucoup quand on est corse, mais quand on étudie ailleurs, mais mine de rien, dans l'état d'esprit, moi, plein de fois, je me suis surpris à dire on n'est pas pareil en Corse, explique-nous concrètement, et j'avais du mal à expliquer, à poser des mots là-dessus, mais pourtant dans l'état d'esprit, dans ce qui se faisait, des choses qui n'étaient pas, enfin, ça matchait pas en fait. En valeur, je voyais que c'était pas les personnes avec qui je pouvais monter une boîte en fait. C'était pas eux. En fait. Mais pour autant, ça a été vraiment un déblocage de fou parce que on a pitché chez Google, enfin des trucs. Ah ouais. Des trucs, tu te dis, jamais tu fais ça quoi. Mais c'était trop bien. Mais après, c'était un cadre étudiant tout ça, mais c'était quand même c'était super bien quoi. Voilà. Comment tu imaginais l'entrepreneuriat ? Je suis passé par une grosse phase de désillusion quand j'étais justement aux États-Unis. C'est qu'à la fois j'ai eu ce déblocage intellectuel de dire on peut tout faire, et l'autre j'avais purée, mais on parle de toutes ces boîtes qui font des millions, mais je sais très bien qu'il y en a 9 sur 10 qui crachent, pourquoi on n'en parle jamais, c'est fou. Toutes ces boîtes qui ratent, et donc j'avais un peu ce truc là de j'ai pas envie de devenir l'écran de fumée, enfin tu vois, et donc j'avais ce truc là de ok, c'est bien, j'ai fait du concret avec la startup, mais peut-être que j'ai besoin de un peu faire back to basics quoi. C'est quoi une entreprise qui marche, acheter, vendre, mais j'ai essayé plein de trucs. J'avais pitché la fameuse que tout le monde a eu, l'idée que tout le monde a eu, c'est genre tu ouvres ton frigo, dis-moi quelle grosse idée je peux faire avec ce qui me reste dans le frigo. Ouais, c'est vrai. Un truc pour rejoindre des amis pour faire du sport. Moi en fait je suis un basketteur, enfin j'ai joué des années au basket et en fait à chaque fois c'était compliqué pour dire bon les gars vous êtes au terrain, non je suis pas au terrain, donc j'avais dit je vais créer une app et tout, j'avais créé et j'ai plein incroyable. de trucs, et j'ai vraiment il y a plein d'idées mais je suis jamais allé au niveau de l'idée aussi poussée qu'à San Francisco. Et à un moment donné, il y a eu le déclic. Je pense que c'est une conjugaison de différents éléments. Mais quand j'ai signé chez Roll le blockchain immobilier, je suis arrivé dans une phase dans mon travail en salariat où c'était dur. J'ai énormément appris, mais c'était dur. Et j'avais un gros questionnement sur est-ce que c'est pas le moment maintenant de monter ma boîte. Et donc j'avais commencé par monter en fait c'est mon auto-entreprise que j'ai marketé comme une boîte de conseil, mais c'était mon auto-entreprise qui était manager l'innovation, et j'ai fait ça pendant 3 ans. Et c'est ça qui m'a amené en fait, parce que j'avais développé des méthodes d'innovation dans cette boîte de construction. On avait fait ce qu'on appelle du lean construction, du lean management. En fait, c'est les méthodes lean startup appliquées à la construction. Moi, j'avais lu l'ouvrage de Berkeley. Enfin, je m'étais éclaté. Il y avait des trucs. Là, c'était vraiment top. Et ça, je suis en train de le lire, ne me spoil pas. Ah ouais? Ouais. Ah, trop bien. Ben voilà. Ben du coup, c'était passionnant et j'ai déployé ça, et je me suis dit mais en fait ça c'est une boîte en fait, aider les PME à innover c'est une boîte, et donc c'est comme ça que j'ai fait ça. J'aimerais juste qu'on revienne à l'un de tes premiers stages qui était chez Volpi, qui était l'une des startups un peu emblématiques de Corse. Il y en avait quelques-unes à ce moment-là où vraiment on se disait ouais mais la startup c'est incroyable, ils arrivent à faire ça en Corse et tout. Qu'est-ce que ça t'a appris cette expérience? Incroyable déjà humainement. Bon, Marc c'est quelqu'un que j'aime énormément, et enfin voilà, aujourd'hui il est associé aussi dans la boîte que j'ai montée. Enfin c'est vraiment j'ai vraiment découvert l'esprit startup là. J'avais déjà un peu baigné avant avec Oscaro, mais là c'était vraiment early stage, c'est les débuts. Bah oui, je me souviens moi d'Andrea, que quand pareil lui a fait des stages et des alternances dans des startups parce qu'il voulait vraiment comprendre, et il me disait en fait même le stagiaire il a un rôle hyper important, alors que c'est un stagiaire ou un alternant, mais on mise vraiment, et tout ce qu'on donne à l'alternant ou au stagiaire c'est hyper important pour la boîte. Donc voilà, super expérience. Pour moi, c'est une boîte qui a été incroyable. Après, voilà, l'aventure startup, la règle aussi, c'est qu'un jour, ça finit quand ça ne fonctionne pas autant qu'on aimerait. Mais ça, c'est la difficulté du truc. Il faut le savoir. Moi, typiquement, ça, c'est un truc qui est important aussi. Et ça, c'est plus en général des choses que je dis. C'est quand on entreprend,
c'est important de savoir à l'avance que ça sera dur, parce que ça le sera en fait. Ça n'existe pas, les entrepreneurs pour lesquels c'est facile, ça n'existe pas. Même si on adore nous vendre le truc, le type c'est un génie. Non, le type c'était pas un génie. Le type, ça fait 15 ans qu'il a galéré à trouver la bonne idée, le bon produit, le truc. Tout le monde galère. Donc ça, c'est vraiment un truc. Et en ce moment, je suis beaucoup dans cet état d'esprit-là, parce que nous, on passe là en ce moment, c'est assez dur, très franchement. Maintenant, on commence un peu à solutionner des choses, des événements qui nous arrivent, mais c'est important d'avoir cette conscience que c'est dur et d'y aller quand même, quoi. En fait, c'est ça qu'en fait qui va déterminer vraiment si on veut entreprendre aussi. Je sais que c'est dur, mais j'y vais. Ouais. Voilà, c'est ce truc. Ça me fait rire ce que tu dis, parce que on a eu à peu près une discussion similaire ce matin, Okay. ce matin même, Okay. où il y a quelque chose qui nous est pratiquement amené sur un plateau d'argent. D'accord. Et où je suis là et je me dis, mais à quelle heure c'est si simple? Et il y a tout le monde qui me dit, mais c'est normal, ça fait 3 ans que tu travailles sur ça. Bah oui. C'est normal qu'au bout d'un moment, tu récoltes les fruits. Mais j'ai tellement, en fait, pris le mécanisme que je vais galérer pour tout ce que je vais faire, que dès que c'est facile, je me dis, il y a un problème. C'est ça. Non? Ça, c'est la mécanique de l'angoisse, c'est ça. Non, mais Oui. je connais. Il y a un problème et tout le monde me dit, mais profite. Non, mais je profite, je te jure, mais bizarre. C'est bizarre. Mais en fait, voilà, il y a des moments quand on prend les coups durs, faut être à la fois flexible et en même temps être assez costaud pour encaisser. Par contre, quand il y a des bons moments, faut profiter. Ouais. Ça aussi, c'est un truc dur dans l'entrepreneuriat en général, c'est qu'on a très souvent tendance à oublier de célébrer. Ouais. Mais ça, je pense que c'est un gros problème de l'entrepreneuriat en général, quoi. Corse égale terrain propice pour les startups. Qu'est-ce qu'on pense? J'aime bien cette question. En fait, avant d'aller sur le sujet Corse, je pense que sur l'entrepreneuriat en général, c'est important d'entreprendre où on se sent bien. Et c'est vrai pour des Corses, c'est aussi vrai pour des non-Corses. Mais ce que je veux dire par là, c'est que moi, typiquement, j'ai la conviction qu'on ne peut pas réussir à monter une boîte qui va fonctionner, en laquelle on croit si on ne la crée pas depuis un endroit où on se sent bien. C'est aussi simple que ça. Et donc pour moi, typiquement, vu que je me sens bien en Corse, j'ai envie de te dire évidemment que c'est un terrain propice pour monter des startups. Par exemple, tu ne te serais pas vu entreprendre à Paris? Ben non. En fait, et c'est pas faute parfois d'y avoir pensé, c'est-à-dire de se dire purée, j'aurais pu lever plus vite des capitaux sur Paris. Et je sais, j'y ai pensé plein de fois, hein, ça m'arrive dans mon parcours. Est-ce que j'ai fait le bon choix de ça? Mais en fait, ça, c'est des réflexions très court-termistes. C'est un peu le FOMO, c'est Fear of Missing Out. J'ai peur de rater. Peut-être que j'ai. C'est vrai. Hein. Mais en fait, il y aurait d'autres choses qui n'auraient pas fonctionné. Moi, en fait, une de mes variables qui était importante, c'était moi, je voulais fonder ma famille en Corse parce que j'ai grandi en Corse et c'était très important pour moi de me dire, ok, le soir, je rentre, j'ai ma femme, mon enfant, peut-être plusieurs, mais pour l'instant, j'en ai un déjà, c'est bien. Il dort pas beaucoup, donc voilà. C'est bien. Et donc, j'avais besoin de ça, en fait. C'est mon équilibre. Et donc, pour répondre à ce sujet-là, je pense qu'en fait, oui, évidemment, c'est un terrain propice. Dans le sens que moi j'aime beaucoup les gens qui disent encore s'il n'y a rien, justement parce que ça veut dire qu'il y a tout à faire. C'est très idiot cette réflexion, mais en fait elle est réelle. Mais ça implique aussi qu'il faut éduquer. C'est-à-dire que là on a un rôle un peu plus compliqué, je trouve, en Corse, mais encore une fois je suis pas objectif parce que j'ai pas fait la même expérience, le même exercice à la même personne que je suis maintenant ailleurs à Paris ou à San Francisco. Mais là où, en tant qu'entrepreneur par exemple, on est demandeur de capitaux, on cherche à créer de la valeur. Il faut en plus réussir à éduquer l'écosystème sur c'est quoi une startup, c'est quoi de la crypto, c'est quoi les financements, c'est quoi la crypto, pourquoi la crypto c'est pas de l'arnaque, pourquoi ça dépend des gens et pas de ce que c'est en soi l'actif. Quand il y a des escrocs, c'est pas l'industrie, c'est les acteurs de l'industrie qui sont les escrocs. Donc voilà, tout ça c'est pourquoi est-ce que c'est une innovation, pourquoi est-ce qu'il faut investir sur de l'innovation, pourquoi est-ce que c'est pas casse-gueule. C'est vrai, il y a beaucoup d'obstacles. Ça rajoute là où c'est complexe encore, c'est ça, c'est que on se rajoute une couche de complexité dans, en fait, le rapport engagement du travail versus moi typiquement j'ai ma réflexion parce que nous on a une entreprise qui est marché de masse et donc mécaniquement c'est une entreprise qui a besoin de beaucoup de capitaux pour atteindre un point d'équilibre. C'est les modèles, bon je caricature, j'ai pas la prétention d'arriver à ce modèle de boîte, mais c'est les modèles qui parlent à tout le monde, c'est les modèles Amazon, Uber, etc. Il faut de la masse, à un moment donné il y a un point d'équilibre et puis d'un coup ça sort tout seul et en fait c'est le modèle dans lequel on est nous parce que on l'a choisi parce que deux, en fait, c'est du marché de masse. C'est comme ça, mécaniquement, la boîte qu'on fait, nous, elle est comme ça. Et donc, le rapport énergie investie versus capitaux levés, nous, ici, il est disproportionné. C'est-à-dire que c'est 1000 fois plus dur de lever beaucoup moins. Fin 2021, je me dis, bon, ce projet, je vais le lancer. Donc, j'arrive en janvier et je me dis, ok,
on va le structurer, machin. Donc, je savais déjà faire un peu des maquettes, mais c'était sur Canva, c'était pas du Figma. Enfin, c'est vraiment un autre niveau, quoi. Canva, ça va, c'est bon. Et du coup, je me suis dit, c'est quoi, je vais faire une soirée pour que les gens investissent dans ma boîte, dans le projet. C'est incroyable. Je me suis dit, tu sais quoi, vas-y à fond, tu l'as fait à l'américaine, tu fais une soirée. Ah ouais. Et donc à l'époque, j'étais au coworking La Chapelle, à Bastia. J'avais un bureau et tout, et j'ai dit, tu sais quoi, je fais la soirée et tout. Et, donc, et là, j'ai fait le vrai, enfin, entre guillemets, le vrai salesman. J'ai pris mon répertoire, message, tous les gens que je connaissais, qui connaissaient et tout. J'ai eu plein de refus, plein. Même sur Manager Innovation, d'ailleurs, quand je vendais mes offres, j'ai eu 50 000 refus avant que... Oui, mais voilà, c'est le côté qu'on cache un peu, c'est vrai, peut-être à tort, de clairement. Montrer que j'ai eu des marchés publics et tout. Non, ouais, mais combien j'ai eu de refus. Ah non, mais après, c'est le rôle d'un commercial aussi, c'est que pour une offre, t'en as fait 10 derrière, minimum. Clairement. Ah non, mais c'est... Clairement. C'est vrai qu'il faudrait peut-être un peu plus le dire, même les galères, pour dire, bon, ben, j'ai... Toutes mes réussites, c'est ça, mais derrière, j'ai appris, c'est pas facile, c'est clair. C'est ça, donc du coup là en fait je prends la décision de faire cette soirée et à l'époque j'avais un développeur junior qui a travaillé avec moi, que je missionnais comme ça, mais le pauvre, enfin entre guillemets, j'étais pas là à temps plein, c'était compliqué, puis enfin il travaillait vraiment, il était seul dans son... je pense que c'était dur pour lui, rétrospectivement je me dis ok, j'aurais peut-être dû plus l'aider, etc. On avait un prototype mais franchement horrible, mais je me suis dit il faut le montrer parce que il faut montrer que tu avances, même si tu n'as rien, tu avances. Et donc à l'époque, donc sans aller dans l'idée, mais en gros, nous, on voulait faire un city builder basé sur tes crypto-monnaies, donc genre un SimCity de la crypto, en gros, pour être simple. Et à l'époque, vraiment, j'ai fait la démo, mais j'ai la vidéo encore, on voyait des vieux cubes comme ça qui montaient, genre, et j'ai fait ça en démo, je me dis, je suis un fou. Et je sors de la soirée d'investissement, donc j'avais payé 400 €. À chaque fois, je dis ces ratios pour vous donner le truc, c'est incroyable. J'ai payé 400 € de traiteur. J'ai eu 50 000 € d'investissement. Donc je sors de la soirée. Alors c'est pas dans le soir que j'encaisse, mais en gros j'ai 50K engagés. 3 semaines après j'ai encaissé 50 000 € d'investissement. Par combien de personnes 7 ou 8. 7. C'est des tickets entre 5 et 10K. Un ticket entre 5 et 10K. Et donc j'encaisse. Et donc je fais tous les trucs. Mais une fois que je me rends compte que j'ai encaissé, je me dis mais Aurélien, t'as encore ta boîte de conseil ? Comment tu vas faire pour développer ce projet Mais est-ce que tu te dis pas à ce moment-là, punaise, avec un truc un peu claqué, quoi, entre guillemets, j'arrive à le... Pour moi, c'était pas claqué, mais oui. Ouais. Non, avec le recul, tu te le dis. Genre, c'était un truc claqué, j'ai levé 50K, mais what, maintenant, qu'est-ce que je peux lever, quoi. Oui, bon, ça, j'y ai pensé aussi, évidemment. mais en tout cas, sur le moment, enfin, moi, même c'est ouf, tu as été au culot, ça me fascine, j'adore. C'était incroyable, franchement, c'était... Et puis bon, après, voilà, on a bien préparé le truc et tout, hein. Je veux dire, c'est pas non plus en dehors de l'aspect démo, parce que la démo, évidemment, c'était ridicule. Par contre, il y avait un vrai discours bâti, il y a une réflexion de fond quand même. C'est pas, je suis arrivé avec un problème, tiens, ce matin, je vais résoudre ce problème. Non, c'était vraiment de fond, il y avait. C'est vraiment la partie démo qui était éclatée. Je suis peut-être allé un peu fort. Non, mais pas du tout, mais vraiment, non, mais c'est juste pour préciser vraiment que le problème, en tout cas, a été cogité pas mal. Mais voilà, en tout cas, c'est juste que je voulais pas faire une présentation d'un projet, la fameuse présentation PowerPoint où en fait tu mets des slides et il n'y a rien derrière. Moi je voulais montrer qu'il y a quelque chose et qu'on travaille en fait. C'était important pour moi et je pense que ça a été apprécié du coup. Et en fait voilà, une fois que j'ai cet argent là, je me dis mais en fait... T'as pris des risques de te dire là je vais faire une soirée, je vais engager de l'argent et autant juste j'ai fait une belle présentation quoi. Et c'est le risque qui a payé. Oui, clairement. En plus j'avais invité... Non, franchement j'ai pris quand même des risques hein. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai eu ça, je me suis dit, mais en fait, il faut que j'arrête tout, en fait. Il faut que j'arrête le conseil et tout. Et je pensais que j'arriverais à arrêter plus vite. Ok. Et en fait, j'ai pas pu parce que j'avais des engagements de marché public. Eh oui. C'était compliqué, il fallait trouver comment faire. J'avais aussi des clients en privé. J'ai notamment un client en tête que j'aime beaucoup, qui a d'ailleurs investi dans la boîte. Ça m'a pris, entre le moment où je dis en mars, j'arrête ma boîte et je passe full-time sur le projet, il s'est passé 5 mois. J'ai pu passer full-time sur le projet qu'en août. Parce qu'en fait, il y a eu une inertie assez folle. Et bon, ça paraît rien, mais 5 mois dans le développement... Toi, ça a été long. Bah oui. En ressenti, ça a été long. C'est frustrant, en fait. Parce que je dis, il faut que j'avance sur ça. J'ai encore un truc à faire. Et puis là, du coup, j'avais vraiment le truc de... Dans ma tête, c'est fini. Ma génération... Et oui. Donc, du coup, tu as hâte.
Voilà. Donc après, c'est comme ça que ça s'est fait. Et le projet, je suis vraiment passé opérationnel dessus en août. Non, juste, donc tu me disais, oui, manager l'innovation, et après, on a l'impression que ça s'est fait assez rapidement et que tu as eu Tangiblocks. Non, non, non. Non. Non, non, non. Je vais lister maintenant tout Oh, ce que purée. tu as fait pendant 3 ans. Donc, coach startup à incubateur Cage Ah à oui, c'est vrai Cage que j'ai fait Bastia. ça. Ouais, j'ai fait Tu as ça. coaché des entrepreneurs désireux de créer des entreprises innovantes. Donc, tu as sorti 2 livres dont tu nous as Ouais. parlé tout à l'heure, même 4. Tu as été chroniqueur expert pour Viastella. Ah oui, c'est vrai que j'avais fait ça. Ça, c'était Tu trop. as fait ça. Ça, c'était génial, ça. C'était trop bien. Ça, c'était super stressant, le direct et tout. Ouais. Mais c'était trop bien. Florian Carrier, Mm. trop sympa. Colomba, enfin vraiment l'équipe, trop sympa. Ça, C'était super une fois par expérience. mois. C'était quelque Ouais, chose comme ça. ouais. J'ai fait ça une fois par mois, ouais, c'est ça. Ouais. Une fois, Ok. ouais, c'est ça. Chronique crypto, innovation, startup aussi. Ouais. Incroyable. Ouais. Ensuite, tu as été, ça m'impressionne, professeur blockchain et deep tech à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, en master de entrepreneuriat et management et innovation sur la blockchain. Et alors, l'une des dernières cartes, mais ça, je voudrais qu'on en parle. Donc, si tu veux bien cocher, c'est pendant les 3 ans là, dont on parlait. Ouais, ok. Ah oui, la résidence accélération startup. Tu as été coach à la résidence d'accélération startup qu'organise la Corsican Tech et la M3E. Mm. Moi, j'ai l'impression que c'est une étape, mais c'est peut-être parce que je connais. Mais est-ce que pour toi, ça a été une étape? Est-ce que ça a été quelque chose d'important? Parce qu'après, tu y as même bénéficié. Outre d'avoir été coach, tu as En fait, bénéficié. c'est ça. Moi, c'est plus cette étape-là qui est intéressante. Ok. Alors, en fait, la résidence accélération startup, c'est vraiment dans le cadre où j'avais managé l'innovation. Mm. Donc, mais c'est arrivé, évidemment, ça a structuré quand même. En fait, moi, j'ai vraiment beaucoup accroché avec Jean, vraiment humainement, etc. Et ouais, ça s'est fait. C'était une super expérience et du coup, j'ai eu envie de renouveler très vite, etc. Et bon, la partie coaching, ouais, c'était top, c'était trop bien. Ça a été vraiment aussi, c'est ça aussi qui m'a aidé à orienter l'offre beaucoup plus sur les startups. Ensuite, justement, j'ai eu Céline, qui est maintenant Tangiblocks. Quand certains m'ont dit, mais tu es fou, qu'est-ce que tu vas faire à la résidence accélération? Tu vas rien apprendre, tout, machin. Je dis, non, je suis sûr que je vais apprendre des trucs et tout. Oui, tu as été coach et là maintenant, tu es coaché, genre tu rétrogrades un peu. Ouais, en Ça a fait, été un peu ça beaucoup le voyaient comme ça. Mm. Alors que moi, mais pas du tout. En fait, j'étais plus dans une optique, mais en fait, je suis juste pas à la même place. Et en fait, c'est Ouais. bien parce que pour une fois, j'y vais, on va s'occuper de moi. C'est pas moi qui vais m'occuper des C'est autres. vrai. Et c'est vrai, mais tu sais, qu'en réfléchissant comme ça, je me suis dit, mais c'est trop cool parce que je suis arrivé et vraiment, on s'est concentré sur mon projet et c'était trop bien. J'ai adoré. Voilà. Mais en fait, c'était une étape logique, j'ai l'impression, parce que c'est exactement ce que tu as fait avec Manager Innovation. Tu t'es dit, maintenant, il faut que j'arrête de travailler pour les projets des autres, il faut que je travaille Exactement. pour le mien. Donc, en fait, j'ai fait la résidence d'accélération pour travailler sur d'autres projets, mais il faut que je la fasse pour travailler sur le mien. C'est exactement ça. T'as tout compris. C'est comme ça, en fait, que j'ai voulu y aller. Et puis, en plus, enfin, tu étais, dis-moi si je me trompe, mais convaincu, en fait, que les startups qui étaient accompagnées gagnaient 6 mois, gagnaient Ah des oui, ça, je suis sûr, années. par contre. Pivoter avec des œils d'experts qui avaient monté des startups. Enfin, on les connaît, hein, Mélanie, Jonathan, Ah oui. enfin plein Moi, je suis convaincu de la d'entrepreneurs. qualité je suis convaincu de la qualité de. En fait, moi, j'y suis allé en plus en ayant vu derrière. C'est ça. Et en fait, moi, je sais, en y allant, je savais que en fait, c'était un truc hyper qualitatif. Qu'est-ce que tu dirais que tu as appris pendant cette résidence d'accélération où tu as participé, à laquelle tu as participé? Beaucoup de questions sur. Moi, j'avais beaucoup de compréhension sur le rôle des associés. Ok. Et sur le niveau d'implication attendu. En fait, moi, j'ai toujours. Spontanément, je travaille, quoi. En fait, je mets les mains dans le cambouis, etc. Et j'avais tendance à surestimer. Alors, il y a deux trucs, en fait. Surestimer la capacité d'engagement de certains de tes mes collaborateurs. collaborateurs. Et aussi à sous-estimer ce que je devais attendre d'eux. En fait. C'est-à-dire que, en gros, c'est un peu ça revient au truc d'exigence. C'est-à-dire que moi, en gros, ça m'arrive de sous-valoriser ce que j'ai fait et de survaloriser ce que font les autres alors qu'ils ont travaillé beaucoup moins. Et potentiellement que même ce qu'ils ont produit, c'est beaucoup moins bien que ce que j'ai fait. Et donc, ça a été une grosse remise en question. C'est quoi un associé, quoi? Parce que moi, avant, solo fondeur, c'était pas pareil. Je veux dire, c'était tout moi et j'assurais pas, mais c'était que moi. Et là, se dire, ok, à quel niveau d'implication je veux accorder à quelqu'un d'autre? C'est quoi ses responsabilités? Et qu'est-ce que j'attends? Il y a les valeurs, mais il y a aussi qu'est-ce que j'attends en charge de travail de cette personne, quoi. Okay. Et ça, c'était vraiment un gros sujet.
J'ai failli faire des grosses erreurs différentes dans la structuration de la boîte et de la gouvernance, etc., que la résidence accélération m'ont permis d'anticiper et de ne pas faire. Voilà. Après, évidemment, bon, il y a des choses dans ton parcours entrepreneurial, tu commets des maladresses, etc., humaines, parce que c'est beaucoup d'humains, en fait, on se rend pas compte, mais finalement, la réussite d'entrepreneur, ouais, il y a le travail, mais il y a beaucoup de choses qu'on maîtrise pas du tout, dont les relations humaines, où on peut faire des choses, mais je veux dire... des fois, on est étourdi, on fait vraiment typiquement moi je suis très maladroit dans certaines relations humaines, ça m'arrive. Et en fait, des fois, on me fait dire ce que j'ai pas dit. Enfin voilà, tous ces sujets-là humains, c'est très compliqué. Et ça, c'était un gros apprentissage. Vraiment, c'est un apprentissage énorme sur la relation entre associés. Tu parles ? Non, vraiment dans la relation entre associés, sur comment structurer la boîte, c'est quoi la vision. Moi, typiquement, mon associé, Pierre, j'avais beaucoup parlé avec lui de c'est quoi sa vision, qu'est-ce qu'il veut faire dans 5 ans. Et c'est des choses que j'ai invité à se poser la question parce qu'un des coachs m'a dit pose-lui la question, ça vous aidera à vous projeter tous les deux. Et sinon, ça me serait pas venu spontanément. Parce que typiquement, j'étais pas dans ma posture de coach et donc je pouvais pas voir de loin en disant mais pose-lui. Voilà, j'aurais pas pu faire comme ça. Oui. Comme toi, tu faisais quand tu étais coach. Exactement. C'est pour ça qu'en fait, j'ai considéré que la résidence accélération c'était bien parce qu'en fait, on peut pas faire les deux. Non. En fait, c'est soit tu viens coach, soit tu viens entrepreneur. Mais tu peux pas faire les deux. Non, moi j'ai trouvé ça génial et en fait, même les coachs ont trouvé ça génial. Ils ont, enfin, je me rappelle encore de dire à quel point c'était humble de faire ça. Mais c'est vrai parce qu'en fait, t'as l'impression que coach, c'est la dernière étape en fait. Si t'arrives à être coach, bon c'est bon, qu'est-ce que t'as à faire après. Mais non, en fait, quand tu crées ton entreprise, mais c'est toi qui as besoin d'être coaché. Du coup, non, je pense que l'humilité, c'est une qualité quasiment indispensable pour un entrepreneur. En fait, je pense qu'on peut réussir sans être humble, mais j'ai pas envie de réussir sans être humble. C'est que tout le processus entrepreneurial, il repose quand même beaucoup sur de l'humilité, quoi. Les utilisateurs, c'est eux qui t'apprennent des choses, c'est eux qui disent pourquoi il y a un bouton là, il devrait pas être là, je comprends rien à ce qu'on fait. Enfin, là, il faut être humble. C'est pas je suis plus intelligent que toi. Non, en fait, là, si tu fais ça, t'auras pas d'user. En fait, le truc, c'est moi qui mal fait le truc. Il faut que je le refasse pour que lui comprenne. Et donc ça demande de l'humilité. On permet aux gens de gérer leur patrimoine crypto et de pouvoir, entre guillemets, show off, se monter la sega, comme on dirait chez nous, se la péter autour de leur investissement avec un outil tangible qui le représente. Et quoi de mieux pour représenter de manière tangible les choses, l'immobilier, parce que l'immobilier, c'est de la pierre. Et pourquoi l'immobilier ? Parce que moi, je pense que c'est inconscient aussi, parce que j'ai fait de l'immobilier avant, et du coup, ça m'a... Et donc, on crée un outil qui te permettait d'agréger tous les investissements en crypto-monnaie que tu avais sur un seul et même endroit. Et la couche innovante, c'était de dire, ton portefeuille, c'est pas des courbes, ton portefeuille, c'est une ville dans laquelle chaque bâtiment représente une crypto-monnaie. Non, je trouve ça même logique en dehors de ton métier, c'est-à-dire qu'au plus t'as d'étages. Exactement. Et donc en fait, l'idée c'était, à la fin, tu auras un portefeuille, le portefeuille le plus customisé, celui qui aura atteint les meilleures performances réelles d'investissement, etc. Et donc voilà, c'était l'idée quoi, de base. À partir de quel moment tu t'es dit non, on va faire autre chose ? Alors en fait, il s'est passé plusieurs trucs, c'est que il y avait un effet waouh sur ce produit. C'est vraiment les gens, quand ils connectaient, ils disaient mais c'est trop cool, c'est trop bien, c'est un truc de génie, c'est trop bien, j'adore et tout. Mais après les gens ils revenaient plus. Parce qu'en fait il y avait un problème, c'est que c'était un genre de produit où en fait t'étais content qu'une fois. Parce que une fois que tu revenais, tu l'avais déjà vu ta ville. Tu l'as déjà vu. Et il n'y avait rien qui t'incitait à rester. Okay. Et donc sur ça et tout, on a quand même testé des choses, on n'a pas pivoté d'un coup, c'est qu'en fait on a sorti des fonctionnalités et on s'est dit tiens, comment on va faire rester les gens ? Et petit à petit en fait ça nous a amené vers des jeux. En fait au début on voulait pas du tout faire un jeu, nous on était un agrégateur de portefeuille version 3D un peu fun, c'était tout quoi. Et à un moment donné on dit on sort un jeu, on va faire de la rétention, on fait des tournois. Et on dit on va faire des tournois qui te permettent d'investir de manière fictive sur la crypto et de gagner des vrais prix en crypto. Et là ça marche super bien. Super bien à une échelle qui est de centaines d'utilisateurs, c'est pas non plus incroyable. Mais en tout cas on a vraiment des centaines d'utilisateurs qui reviennent tous les jours jouer à ces tournois. Oui, tu vois que ça, au final ça marche. Voilà, et pour gagner des prix on se dit mais... Et moi je regarde un jour Google Analytics, donc il y a un outil d'analyse quoi. Et je vois les pages d'écran et je vois purée, mais en fait les gens ils passent beaucoup plus de temps sur les tournois que sur la City. Mais attends, on s'emmerde à faire la City, c'est la 3D, c'est le truc qui coûte le plus cher. On n'a pas la compétence en interne. On va dépenser de l'argent en prestat externe pour faire la 3D. Pour au final que ça soit même pas la plus-value de votre application. Les gens restent pas sur... C'est ça exactement. On est allé très très loin dans le concept. On te disait qu'il te fallait tel bâtiment pour accéder à tel tournoi dans le jeu, mais au final le mec affichait son bâtiment, il revenait plus dans la ville, il s'en foutait parce qu'il avait le pass. En fait le système de pass on le forçait à... Et en fait on se rendait compte qu'on forçait les users à faire quelque chose qu'ils voulaient pas faire. Ouais.
Ok. Donc ce point-là, conjugaison avec la 3D très complexe. Et en fait, c'est pas, en fait, si vraiment on va au bout de l'histoire, c'est pas réellement un pivot. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris une fonctionnalité et on en a fait un produit. Ouais. Cool. Et ça, tu parles, on est sur 2 sujets à la fois. Tu parles depuis tout à l'heure aussi d'associés. C'est avec tes associés que tu as cette idée-là, ou est-ce que tu dois ensuite aller convaincre tes associés? Enfin, comment ça se passe, la relation? Vu qu'en plus, tu dis que tu as fait la résidence d'accélération pour apprendre mieux à comment est-ce que je m'associe, nanana, mais comment tu as fait pour t'associer? Avec qui ou pas, mais combien? Et comment est-ce que quelles sont les relations que vous entretenez? Ouais. Alors en fait, je dirais, il y a eu un associé initial qui est un des mentors justement que j'ai mentionné au démarrage, qui m'a énormément aidé au démarrage, etc. Je pense qu'il m'a beaucoup aidé à prendre confiance en moi. Marc, voilà, qui est vraiment, qui est vraiment super avec moi. Surtout au début, il a été très opérationnel. Maintenant, c'est plus une personne que je vois aujourd'hui comme quelqu'un que je sollicite ponctuellement sur des sujets stratégiques plus profonds, parce qu'en fait, il a un avis très tranché très vite. Donc ça, c'est un des associés que j'ai. J'ai aussi Andrea que vous connaissez, qui est passé sur le podcast d'ailleurs, si je ne me trompe pas. Oui. Voilà, c'est ça. Non, tu me le stresses ouais, maintenant. Ouais. Non, c'est bon, il y a passé. Et du coup, donc lui, il est beaucoup plus sur la partie opérationnelle, aussi par son parcours aussi, c'est... ce qu'il fait avec Trendex, c'est top. Donc, et puis moi, on a une affinité aussi, donc ça matche bien. Il a une sensibilité pas mal aussi sur la partie sales, où je trouve plutôt très bon. En fait, sur l'idée, en fait, souvent, c'est les pivots et tout, ils sont initiés par moi, en fait, clairement. Ok. Parce que moi, j'estime que c'est mon rôle d'avoir la vision, en fait. Et c'est mon rôle de dire aussi, ok, là, on va dans le mur, là, on n'y va pas. Ouais, ils te font confiance aussi pour te dire c'est toi qui, vu que tu es dans le dur, sauf si c'est une extrême mauvaise idée, mais si tu arrives à expliquer ton idée, ils te laissent un peu gérer. Ah oui, tout à fait. Et même les investisseurs. Là, les investisseurs, c'est un vrai sujet. Ouais. Parce qu'on est accompagné par un fonds d'investissement, notamment local. Eux qui ont un degré d'exigence qui est quand même assez élevé. Mais ce qui est bien, en fait, parce que ça nous challenge, etc. Et c'est pour nous préparer aussi à avoir potentiellement d'autres fonds. Donc ils sont durs avec nous, mais je pense que c'est légitime. Tu parlais de galères un peu que vous avez eues. Est-ce que tu veux bien en parler de ça, des forces en interne que vous avez, des réussites, même des obstacles que vous avez dû surmonter, des facilités, au contraire, choses qui vous prennent plus de temps, ou c'est un peu galère? Alors c'est une très bonne question. J'ai énormément évolué ma position sur les derniers mois. Okay. C'est-à-dire que pendant longtemps, j'avais la conviction que bâtir une équipe en full remote, c'était faisable et c'était bien. Et je ne suis pas revenu sur cet avis-là, mais je pense que je l'ai un peu idéalisé. Pas tellement sur l'aspect... En fait, le problème du remote, c'est qu'on perd quand même la notion de... on se boit un café. C'est très bête, tu vois. Et donc, on est beaucoup sur la production, la productivité. Du coup, le lien émotionnel est moins fort. Il y a moins d'engagement. Ça ne veut pas dire moins d'engagement, je travaille moins. Ça veut juste dire... T'es pas attaché à la marque. On n'est pas lié. Voilà, on n'est pas... Il n'y a pas de... Voilà, pour créer une culture, c'est très compliqué de boîte quand on fait ça. Moi, l'Autrichien, voilà, typiquement l'Autrichien que j'ai en tête, enfin, vraiment, le type était... mais moi, je le trouvais brillant, quoi. Vraiment très, très fort, super. On s'entendait très bien et tout. Mais en fait, je sentais bien que il y avait trop de barrières. Il y avait la barrière de la langue, mais bon, moi je parle plutôt bien anglais, donc ça matchait, il n'y avait pas de sujet. Mais il y avait quand même si c'est en Europe, mais il y a quand même un peu une barrière culturelle. Physiquement, jamais je suis allé le voir boire un café. Et donc, mine de rien, ce truc assez qui peut sembler anodin, au fil des mois et années, en fait, ça devient un truc où c'est quoi le sens pour lui, c'est quoi le sens pour moi. Donc ça, c'est un sujet. Et franchement, voilà, ça c'est vraiment donc ça, il y a ce point-là. Il y a des gens que j'ai fait travailler en distanciel, des devs incroyables sur un jour. 3 jours après, je demande une feature qui n'a rien à voir, 1000 fois plus simple, elle sort pas. En fait, le type, il n'a pas bossé pour nous, il nous faisait croire qu'il bossait pour nous, il bossait pas pour nous. Il missionnait quelqu'un en dessous pour faire. Ah oui, j'ai des histoires, j'en ai plein. Moi, franchement, je suis étonné de dire ça, hein, mais je vais de plus en plus vers un truc où je me dis, ok, l'équipe, elle est à Bastia. Core Team, allez, à Bastia. Après, ça, c'est déjà vu à Corté. Non mais clairement. Non mais en gros elle est à Bastia. Même à Ajaccio, avec Good Barber.
peut-être qu'ils n'avaient pas les mêmes technologies, je pense à l'époque de Visio, etc., qui étaient aussi performantes et tout, mais moi, les outils aussi de productivité, parce qu'en termes d'outils, par contre, moi, ce que je suis convaincu, c'est que, faut pas croire que parce que les gens sont là, ils travaillent plus que quand ils sont en distanciel. Moi, je pense même parfois qu'on est plus efficace en distanciel, justement parce qu'on n'a pas cet aspect humain. Mais à un moment donné, l'aspect humain, il pêche, comme j'ai dit, sur le long terme. Donc c'est un arbitrage. En tout cas, quoi qu'il en soit, moi, à court, moyen terme, il y aura clairement un recentrage de l'équipe à fond sur Bastia, parce qu'en fait, il y a la culture d'entreprise, elle est beaucoup plus facile à créer, les liens aussi, les interactions aussi, et puis quand on est dans une phase assez early, parce que même si ça fait longtemps, alors ça c'est aussi un sujet, on sous-estime la phase de démarrage comme elle peut être très très longue, parce qu'en fait on itère, on pivote, et en fait franchement, je dis un peu ça de manière brute, mais parfois on sait vraiment pas ce qu'on fait. On sort une feature, on sait pas ce qu'on fait. En fait on se dit, on sort cette feature, il faut la tester, mais en fait et c'est ça qui est dur, c'est quand on entreprend, quand on est start-upper, et ça paraît fou quand je dis ça, et en fait tu sors un truc, tu dis il faut le tester, mais en fait on sait pas, c'est pas, autant ça fait pas du tout l'effet qu'on veut, autant ça marche pas, et bien sûr quand je dis on sait pas ce qu'on fait, c'est caricaturé, parce qu'évidemment il y a une vision, mais à l'instant T on sort le truc, on se dit mais est-ce que c'est vraiment ça? On sait pas, en fait, on sait pas. Et donc c'est long, c'est très très long, ce processus d'itération et tout. Nous, si je compte vraiment le vraiment hard pivot qu'il y a eu, c'était vraiment le City Builder. Mais si je compte vraiment les pivots et les orientations, je pense que franchement j'en ai 30, des orientations différentes. C'est pas parce que on n'est pas stable, au contraire, ça veut dire qu'en fait à chaque fois on apprend, en fait on se rend compte, ok, c'était pas là, et en fait on donc fait que ça. c'est des obstacles de ce que tu dis là, les pivots, c'est des obstacles que tu identifies, et tu te dis bon allez, il faut surmonter l'obstacle, paf, hop, et tu pivotes, ou alors tu passes l'obstacle, c'est un peu ce que tu identifies comme être des... Tout à fait. Et sur ça, c'est pour ça que c'est long. En fait, c'est long, et c'est pour ça que les capitaux de démarrage, c'est clé. Typiquement, quand on met une boîte mass market, et typiquement, il y a aussi, quand on veut être accompagné par un fonds professionnel, il y a une contrainte qui est très complexe, c'est que, 1, ils veulent du cofinancement, et 2, ils veulent que tu sois full-time sur le projet. Et donc, typiquement, moi, une des conditions pour avoir une partie des capitaux, c'était d'arrêter de manager l'innovation. Donc, en fait, on peut même partir, toi, sur du risque perso, parce que moi je suis risqué, moi je suis open risk là, je veux dire, je risque tout. Non mais je veux dire, et c'est vrai, parce que tu prends un risque aussi même, et c'est ça aussi là, je reviens à la partie écosystème, tu prends un risque aussi parce que les gens, quand ils comprennent pas la partie startup, tu leur expliques la startup. Moi j'ai jamais eu le discours du commercial qui va dire notre boîte elle va faire 1 milliard, c'est sûr. Moi tous les mecs qui ont investi chez moi, j'ai dit vous avez une chance sur 1000, est-ce que vous me suivez? Et ils ont mis. Et je préfère les gens qui font ça, parce que les 999 autres, pour le reste des chances que j'avais, les gens ils ont dit attends, une chance sur 1000, jamais j'investis, je préfère investir dans l'immobilier et tout. Bah ok, investis dans l'immobilier. Parce qu'en fait, c'est extrêmement risqué. Et ça dépend pas que de Aurélien et son cerveau, ça dépend de bien plus de choses que Aurélien et son cerveau. Bien sûr. Et du coup, ça. Le marché, les tendances de la crypto, tellement de choses. Tout. Et donc voilà, donc ce truc-là, il est hyper important à avoir en tête, quoi. Voilà, ça c'est clairement. Donc voilà, donc après, voilà, d'autres sujets, non, voilà. Donc tes réussites. Réussite. Mais en vrai, il y en a pas mal. Déjà, c'est très bête, mais faire de ton idée un truc tangible, concret, c'est très idiot et ça paraît cartésien. Mais en fait, c'est très très long. Et du coup, t'es hyper fier quand tu ouvres l'app. Tu dis, tu ouvres l'app. Ouais, après, évidemment, tu vois les bugs, mais quand tu penses vraiment aspect réussite, tu te dis, ok. Ça, c'est ton esprit perfectionniste. Oui, c'est ça. Non, mais tu dis, ah ouais, on a fait ça, purée, il y a des gens qui jouent à ça. C'est des trucs qu'on a pensé, les gens ils utilisent ces mécaniques. Ah ok, lui, et puis on a même des gens qui, parce que ça aussi c'est les biais quand tu fais des jeux, il y a toujours les gens qui vont explorer à chercher les bugs. Il y en a, c'est fait exprès. C'est vrai. Ouais, en fait c'est mécanique. Il y a des gens qui cherchent à pousser le jeu au-delà de ses mécaniques et d'exploiter. Ils font le travail à ta place. Exactement, ça c'est trop bien, ça c'est trop bien, ça c'est hyper gratifiant. Ça veut dire que tu commences à avoir une communauté qui est assez engagée pour se dire je vais perdre du temps là, entre guillemets, mais pour aller chercher les bugs. Limite, tu penses que ça te fait chier alors que toi tu dis merci. Non, mais je te dis, le bug à quel point c'est des mecs qui ouvrent la console de dev et qui rédigent du code. C'est ça, c'est le niveau de bug, de recherche de bug. C'est un user qui cherche à faire ça. Et c'est pas, c'est pas pour nous nuire, c'est pour gagner des avantages en jeu. Tu vois, c'est ça, tu vois. Donc c'est hyper intéressant. Donc voilà, donc ça c'est réussite. Voilà, le fait de, franchement, la partie apprentissage aussi, comme je te disais, l'aspect maintenant, enfin, je peux designer des maquettes de A à Z d'un produit. Le fait, là, on a une communauté, là, on est à 150 users weekly, mais on dépense quasiment rien en marketing. On teste plein de choses, donc c'est plutôt cool. Maintenant, on sent qu'on a besoin de passer à un autre palier pour la partie financement et pour la partie. Là, vraiment, on sait que maintenant, il faut qu'on ait des milliers d'utilisateurs et que. Donc là, tu entames le growth.
Exactement. En gros, là, c'est clairement l'étape. Avant, on avait fait plein de tests en payant, mais c'était un peu pas structuré, on va dire. Là, maintenant, j'ai un peu je vais avoir on va dire, trois étapes majeures, trois structurations majeures. La première, il y a toujours du payant en mass market, donc ça, je vais faire du payant. Stratégie de contenu. Donc, en fait, là, maintenant, j'ai commencé à faire... ça fait très longtemps que je publie sur LinkedIn en tant qu'Aurélien, quoi. Et là, tu as commencé sur les autres réseaux. Maintenant, je commence sur les autres réseaux avec des contenus vraiment orientés TikTok, Reels, donc des contenus short qui sont encore un peu trop longs parce que je parle trop, mais en tout cas là-dessus. Donc l'idée, c'est quoi? Les gens, soit ils me connaissent par le personal branding, ils découvrent la boîte, quand ils viennent sur la boîte, ils n'ont pas juste l'app. Sur la page de l'app, on crée du contenu éducatif sur la crypto. Donc on permet aux gens d'être onboardés aussi dans l'éducation. Genre, ils connaissent pas la crypto, on lui dit c'est quoi Bitcoin? On lui explique dans une vidéo de 45 secondes ce que c'est Bitcoin. C'est génial. Et après, il peut tester ce que c'est Bitcoin en jouant à notre jeu, qui du coup est gratuit. Donc il peut investir vraiment sur Bitcoin, mais sans dépenser son argent. Et donc comprendre les mécaniques. Il peut aussi en apprendre plus. Et donc voilà, l'idée c'est ça, stratégie acquisition payante, stratégie de contenu basée sur deux canaux, l'éducation crypto avec la boîte et l'entrepreneuriat avec Aurélien. Et la troisième brique qui est encore naissante, je ne sais pas si ce sera la bonne, qui est beaucoup plus terre à terre. C'est qu'en fait, je vais organiser bientôt des cafés Bitcoin. Génial. Et je vais faire ça sur Bastia pour l'instant, et puis on verra si ça prend ou pas. Mais en fait, j'ai une grosse demande. C'est les cafés business. Ouais, je sais pas si c'est café business, mais en fait, c'est vraiment. Non, mais ça existe. C'est des rencontres d'entrepreneurs qui s'appellent les cafés business. Ah, ouais, d'accord, ok. Bah, tu vois, là, l'idée. Je savais même pas. C'est vrai? Ouais, je pensais que c'était en lien. Ah, pas du tout. Même pas. En fait, moi, Café Bitcoin, c'est un truc que j'ai depuis. Enfin, c'est un truc que j'avais écrit il y a des années. Et quand j'ai fait quelques conférences, etc., j'ai plein de gens, notamment sur Bastia, qui me disaient mais fais un truc pour réunir les gens de la crypto, il y a que toi qui peux le faire, machin, t'as une petite audience, c'est sympa et tout. Et en fait, je me dis tiens, je vais le faire. Et donc là, du coup, par Tangiblox, on va créer ce petit événement un peu récurrent. Et on verra. Je vais tester. Honnêtement, je sais pas ce que ça donnera. Mais je sais qu'il y a des passionnés de crypto, même en Corse. Et je me dis qu'autant ça peut être le début d'un truc intéressant parce que, et là, du coup, pareil, par analogie et par apprentissage, justement, des boîtes comme Etsy ou des boîtes comme, plus connues, Tupperware, ils ont tous commencé en faisant des choses comme ça. Des choses très, très basiques, bateau, en fait. C'est genre, on se fait une réunion, on parle d'un truc qui nous passionne, quoi. Et donc, moi, je vais faire ça. Et puis, on verra si ça prend ou pas. Okay. Mais voilà, la stratégie, c'est celle-là. Et donc là, le but, c'est d'avoir des super métriques parce on va aller aussi, entre autres, au Slush en Finlande, au salon de l'investissement là. Donc j'aimerais bien qu'on ait des belles métriques pour y être, quoi. Ça, on a jusqu'à fin novembre, donc ça devrait aller, mais bon, voilà, en gros, c'est ça l'idée, quoi. Je me fais rire. C'est bien, hein, c'est un bon indicateur pour moi de me faire rire, mais je me suis dit, tu as d'autres envies. Je te lis textuel ce que j'ai marqué, hein, j'avais de la fièvre, je pense. Tu as d'autres envies pour l'avenir, marcher sur la Lune. Oui, je me suis dit, ouais, qu'est-ce qu'il peut faire d'autre? Marcher sur la Lune. Et j'ai marqué, marcher sur la Lune. Alors, en fait... il y a plusieurs trucs. Honnêtement, je suis pas encore. Je pense que je suis pas dans un niveau. Pour moi, la boîte, elle est pas encore dans un niveau de maturité où je peux me projeter sur quelque chose d'autre. Donc vraiment, aujourd'hui, la concentration optimale des prochaines années, c'est la boîte, parce que vraiment, j'y crois. Je crois aux problèmes qu'on adresse. Je pense qu'il y a un vrai sujet sur l'éducation, sur les gens qui veulent investir, qui n'ont pas les capitaux, sur les jeunes qui veulent découvrir ça, qui sont convaincus que c'est une révolution financière. À tort ou à raison, mais en tout cas, il y a vraiment cet entrain mondial là-dessus. Par contre, après, il y a plein de trucs. En fait, moi, je me suis toujours dit que si la boîte fonctionnait, j'en lancerais d'autres, en fait. Ouais. Tu deviendrais toi-même investisseur. Ça, c'est toujours un peu le désir absolu de l'entrepreneur. Mais clairement, oui. Start-upper. Ouais, clairement. Oui, clairement. Moi, je pense que ça me plairait. Après, souvent, c'est très rare qu'un bon entrepreneur soit aussi un bon investisseur. Ça, j'ai aussi appris le truc. Mais pourquoi pas? Au contraire, moi, ce serait le top. Et puis bon, je pense qu'il y a même des choses à faire. Je pense qu'il y a un truc, un jour, je sais pas quand, je sais pas comment, etc. Mais clairement, je pense que créer un fonds d'investissement, ce serait incroyable. Mais ça, c'est peut-être pas un truc que je ferais maintenant et je suis pas sûr. Je pense, je suis pas prêt. Et j'ai pas encore le bagou. Enfin, si tu veux, j'ai pas. Enfin, il faut. Bon, la conviction que j'ai, c'est il faut que cette boîte marche. Une fois que cette boîte marche, entre guillemets, je me sentirais légitime. À faire tout ce que je veux en fait. Et je peux déjà faire tout ce que je veux en l'occurrence parce que déjà honnêtement faire cette boîte c'est le truc à la fois le plus difficile qui me soit arrivé mais en même temps le truc le plus génial que je peux faire. C'est vraiment les deux extrêmes quoi. Ouais. Mais c'est trop bien quoi. Donc franchement voilà un peu. Donc peut-être pas marcher sur la Lune
Mais voilà, non, en tout cas, Non, c'est un mais je peu, pense vraiment que l'une des forces des entrepreneurs ou des entrepreneuses, c'est de même si on sait qu'on n'a pas les compétences, de quand même y aller et de Ouais, se dire je verrai. ouais, Et clairement. de toute façon, quel que soit l'obstacle qu'il peut y avoir sur ma route, je trouverai une façon d'arriver. Et Ouais, si clairement. c'est pas cet objectif-là, ça en sera un autre. Et de toute façon, j'y arriverai. Et je pense vraiment que c'est l'une des forces de ne pas avoir peur. Est-ce que tu peux tirer une nouvelle carte, s'il te plaît? Vie pro perso. Vie pro vie Ça, perso. capital risque, on en parle. Alors, c'est chaud. C'est chaud. Mm. En fait, non, c'est chaud dans le sens que moi, en fait, je suis papa depuis un peu plus d'1 an. Et le changement de rythme a eu lieu quand même un petit peu avant parce que du coup, ma femme était enceinte et tout. Et il fallait un peu que je fasse quand même quelque chose à la maison aussi. Non, et c'est difficile. Vraiment quotidiennement. En fait, moi, typiquement, en fait, ça dépend beaucoup des parents et des enfants. Mais moi, j'ai un enfant qui dort peu. Il dort pas, en fait. Clairement, il a quasiment 1 an, il dort pas. Et en fait, il a faim. Enfin, c'est un truc de fou. Et non, mais vraiment, Lui j'en aussi, parle il est avec exigeant. l'émotion. Ah non, non, mais vraiment. Mais après, honnêtement, ça, c'est rien. Je veux dire, il est en bonne santé. Mm. Enfin, c'est le principal et tout. Il est beau, mais parce que je le trouve beau, c'est mon fils, donc forcément, je le trouve magnifique. Enfin, voilà, mais et après, au-delà de ça, il y a quand même une gestion où maintenant, ok, là, je suis au bureau, c'est pas genre le café, c'est un quart d'heure, c'est pas 20 minutes. Mm. C'est si je ou c'est 5 minutes, mais c'est vraiment. Tu chronomètres beaucoup plus tes journées. Moi, j'ai mon calendrier, c'est des slots de 15 minutes, quoi. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ça m'arrive vraiment d'avoir des endroits où je dis, ok, là, c'est un mail, je mets 2 minutes, quoi. Et j'écris le mail, c'est fini. Mais la réalité, c'est qu'en fait, vraiment mécaniquement, moi, j'ai mon fils qu'il faut déposer à la crèche le matin, qu'il faut aller chercher le soir. On est très 50-50 avec ma femme, donc ça va. Il faut vraiment être concentré, quoi. Dans la journée, il faut pas faire, c'est pas d'un coup, je peux partir 1 heure n'importe où, non. Ou alors, ok, tu sais que tu fais ça 1 heure, ta tâche que tu avais faite, tu la fais plus parce que tu pourras plus la faire après. C'est fou. Et D'accord. parce qu'après, quand tu es chez toi, et c'est pas du tout pour. Enfin, moi, je veux pas du tout démoraliser les gens qui veulent les enfants ni rien du tout, mais c'est qu'en fait, quand tu es chez toi, c'est normal, tu t'occupes de ton fils, en fait. Et lui, il a besoin d'attention. Le truc Et numéro puis, 1 de l'enfant. t'en as envie aussi T'en as envie, mais de bien sûr. profiter de ton fils. Évidemment. Il y a aussi ça, c'est que moi, quand je me suis dit je veux être papa, je me suis pas dit. Je vais être papa Je pour le faire un fais. enfant. Ouais, je suis papa, j'en ai rien à foutre. Enfin, vraiment, moi, mon truc principal, c'est. Il est bien, il se sent bien, je bâtis un lien avec lui, il est heureux, je suis heureux, et c'est vraiment mon truc. Voilà. Et j'ai jamais vu l'option comme bon, c'est pour faire plaisir à ma femme, c'est bon. Non, pas du tout. Moi, typiquement, j'ai eu à un moment donné l'arrogance de penser que je pouvais faire manager l'innovation et la boîte. Hein. Et en fait, quand tu fais vraiment la boîte, tu te dis, mais en fait, c'est pas possible. Je peux pas gérer 2 boîtes tout seul, ça n'existe pas, quoi. Il y a personne qui fait ça. Et ou ceux qui font ça, ils ont atteint un tel niveau qu'ils peuvent déléguer, mais c'est Ouais. pas c'est pas la même phase de Non, vie c'est dans très laquelle dur. ils sont et dans laquelle moi je suis, quoi. Donc Très clairement. très dur. Non, et puis d'avoir ta manager l'innovation, d'avoir Tangy-Block, d'avoir une vie de couple, d'avoir ensuite ça. une vie de papa, d'avoir du temps perso. Bon, Une le vie temps de perso, toi crossfitter, tu l'as. Ouais, voilà, le temps perso. Ouais. Le temps perso, toi tu l'as un peu sgedgé, j'ai l'impression que Ouais. c'est ton temps de famille, quoi, maintenant. Ouais. Mais à tort, je hein, comprends à tort. tout à fait. À tort, je travaille dessus, j'essaie d'un peu plus m'occuper de moi. Ça, c'est un de mes objectifs récents. Ok. Récent, et aussi de pas aussi un truc, c'est que c'est fatigant une journée d'entrepreneur, fatigant, et des fois en fait à 15h on est cuit. Moi ça m'arrive à 15h d'être complètement cuit, je suis rincé, je fais 50 000 trucs, je suis mort. Et je me suis surpris moi, alors que c'est ma boîte, me dire non, je reste. Et une fois je restais 2 heures, je faisais rien, j'avais l'impression de faire un truc, mais en fait j'aurais pu rentrer à 15h, vraiment me reposer, quoi. Ouais, pour être vraiment frais le lendemain. Voilà, ou vraiment m'occuper de moi. Mais c'est dur d'arriver à se dire ça parce que t'as l'impression de manquer du temps, hein. Déjà, et puis surtout quand moi avec les collaborateurs, voilà, quand ils sont au bureau, tu te dis bon, le chef d'entreprise il se barre à 15h, ça fait pas, ça fait, en fait eux ça fait pas sérieux, mais ils vivent pas ma vie en fait, c'est pas leur même, enfin ça n'a rien à voir, mais ça j'ai mis du temps à comprendre, et je pense que j'ai encore du travail à faire, quoi. Là tu l'as compris mais tu l'as pas encore fait. Voilà, exactement. Je comprends, tout à fait. Écoute, on arrive à la dernière carte. Ok, the last one. Tintin. Ouais, Combinator. Tintin. Ah, c'est marrant que t'aies mis ça, tiens. Okay. Est-ce que c'est pas un des chemins qui t'aiderait aussi à... Si tu savais, Audrey, si tu savais. Raconte-nous déjà qu'est-ce que c'est et puis l'expérience que tu as vécue. J'ai lu ton post avec grande attention. Alors attention, moi déjà je ne suis pas allé au Y Combinator. Non. C'est un de mes rêves d'y aller, d'accord. Alors le Y Combinator en gros c'est le plus gros accélérateur de start-up au monde. C'est un objectif absolu d'y aller. En fait déjà j'ai déjà vécu la folie San Francisco quand j'étais en école de commerce, mais je me doute que là-bas ça doit être incroyable. Après, avoir se cacher, c'est très très dur. Très très dur. Je crois qu'il y a 8000 candidatures par an. Il n'y en a que 200 qui sont prises.
Donc c'est hyper dur. Trendex, ils ont fait partie vraiment de l'élite, comme Mojo. Enfin, c'est vraiment l'élite, c'est le très très haut du panier, quoi. Donc nous, on essaye d'y aller à chaque fois. On a été refusé. Je crois que j'ai candidaté. Là, j'ai fait la 7e candidature. Là. On a été refusé tout le temps. On est tout le temps refusé, tout le temps. Mais je lâche pas. Je lâche pas. Ils vont craquer un jour. Ils vont craquer. Comme celui des rôles. Non, mais exactement. En fait, alors exactement. Mais tu sais quoi, en fait, ça a toujours été mon état d'esprit et je pense que ça fera jamais de mal en fait de faire ça, parce qu'en fait c'est un exercice de fou ne serait-ce que ça te remet en question si tu te dis bon, comment je peux faire pour m'améliorer et tout, c'est sans cesse un processus d'amélioration. Bon, toi tu n'as pas besoin parce que du coup tu essaies à chaque fois d'avoir d'être perfectionniste, donc tu essaies à chaque fois, mais bon, mais franchement c'est très très dur. Voilà, tous les 6 mois je candidate tout le temps. Malgré les évolutions des parts de capital, de l'investissement, du produit, on refait une démo produit et la candidature elle n'est pas très longue, hein. Ce qui est très dur, c'est que c'est un cadre très très fermé, c'est-à-dire qu'en fait tu dois avoir 10 questions-réponses ou peut-être 15, mais tu as un pitch de 1 minute sans montage, où c'est que les cofondateurs qui parlent. Qu'est-ce que vous faites, dans qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites, pourquoi vous voulez aller à Y Combinator. 1 minute, pas une de plus, pas une de moins. Enfin, tu peux faire moins si tu veux, mais bon, voilà. Et c'est sans montage. En fait, c'est trop drôle parce qu'ils te disent ne montez pas la vidéo, c'est pas un concours vidéo. Enfin, vraiment, ils te clashent dans les FAQ. C'est trop drôle. Mais donc, il y a ça. Et tu dois faire une démo produit aussi. Et en plus de ça, ils te demandent tes métriques. C'est quoi ton chiffre d'affaires, ton truc, enfin vraiment donc, tout. C'est 10 questions, mais au final c'est même peut-être encore plus dur que s'il y en avait plus. Exactement. Alors, parce que tu te dis là faut que je sois hyper précis et pour en fait en 10 questions qu'ils se disent c'est extrêmement dur. Et puis après la compétition elle est internationale, je veux dire c'est vraiment ils ont vraiment des canaux de diffusion de choses à faire, à pas faire pour sa boîte, des erreurs qu'ils voient. Enfin, ils racontent vraiment, eux aussi, Y Combinator, leur historique avec des entrepreneurs qu'ils ont financés, qui sont devenus des licornes, etc. Et ils donnent plein d'astuces aussi pour des gens qui veulent monter leur boîte. Et tout ça, c'est gratuit. Enfin, je veux dire, ça, c'est même avant d'y être à Y Combinator. Et il y a déjà un nombre de ressources incroyables. Et c'est vraiment l'élite, quoi. Enfin, moi, vraiment, je trouve que c'est incroyable comme boîte. Donc, j'espère qu'on pourra aller à cet accélérateur un jour. Mais on lâchera pas. Mais voilà, peut-être la 10e candidature, peut-être la 8e, je sais pas. Tes conseils pour entreprendre? Oula. On change radicalement là. Mes conseils. Tac. Alors déjà, ça dépend ce qu'il veut entreprendre. C'est-à-dire, si c'est l'entrepreneuriat startup, c'est quand même plus particulier. Ok. L'entrepreneuriat startup alors. Par exemple. Du coup, dans l'entrepreneuriat startup, j'ai encore séparé les choses, mais c'est aussi important. En fait, ça dépend ce que la personne veut faire. Mais déjà, je pense une chose, c'est, comme je disais, avoir conscience que ce sera dur. Ça, c'est très important. Et attention, quand je dis ça, et je dis ça depuis le début de notre échange, c'est pas pour être négatif, c'est pas pour dire... c'est pas pour me victimiser ou quoi. En fait, c'est difficile, il faut le savoir. Par contre, si vraiment tu as le feu, tu y vas. Parce que tu vas regretter de pas y aller. C'est extrêmement gratifiant. Voilà, il y a un niveau aussi, c'est extrêmement gratifiant. Moi, j'ai surtout... le niveau d'apprentissage, vraiment ce que je te disais, c'est incroyable. Donc, pour quelqu'un qui entreprend, le conseil, c'est quoi ? Si vraiment tu as envie d'y aller, vas-y, à fond. Sois prêt à te remettre en question, à te poser des questions, parle aux gens, sois ouvert à la critique. Ton projet, c'est pas toi. Donc si ton projet est nul, ça veut pas dire que tu es nul. Ça, c'est un truc aussi hyper important à comprendre. Tu peux commencer seul longtemps. Ne cherche pas à t'entourer trop vite. Il faut prendre son temps. Il faut aussi prendre le temps de faire maturer son idée. A contrario, moi, et c'est parce que c'est un peu ma position aussi de tout risquer, c'est qu'en fait, je considère que soit on y va, soit on n'y va pas. Donc, l'option je suis dans un travail et à côté je monte le projet, pour moi, elle n'a même pas une durée sur 1 an. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut prendre la décision, je fais ou je fais pas ce projet. Et ça, c'est vraiment un truc qui est pour moi majeur, parce que ça illustre sa capacité à vraiment entreprendre. Parce que sinon, on a le doute pendant X temps qu'on va le faire ou pas, et on saura jamais en fait si on le fait. Et on n'aura jamais. Et c'est aussi pour éviter la frustration suivante et se bâtir une excuse a posteriori. Donc j'ai pensé à ça. Oui, c'est parce que j'étais salarié, donc c'est pour ça que ça n'a pas marché. Mais c'est pas moi. Voilà, exactement. Et ça, je pense que c'est une erreur. Il faut accepter vraiment qu'on est
qu'on est faillible, qu'on peut commettre des erreurs quand on entreprend, mais il faut y aller à fond. Ça, c'est vraiment un truc. Et ouais, c'est vraiment le conseil numéro 1, c'est allez-y à fond. Allez-y. Bon, après, moi, comme je disais, je suis un peu dans le monde des bisounours, mais je suis convaincu par ça, c'est qu'il faut y être toujours bienveillant, humilité. Mais c'est ne pas trahir tes valeurs, en fait. C'est que tu as des trahir ses valeurs. Et Exactement. pour être aussi en accord Non, mais clairement. entre toi, ton bien-être, ton projet, et continuer à le faire sur du long terme, si tu n'es pas en accord avec... Tout à fait. au bout d'un moment, ça ne marchera pas. Tout à Soit fait. parce que ça ne correspond pas, donc du coup, tu vas pas y aller. Soit parce qu'au bout d'un moment, ça va sonner faux. Exactement. Et Donc, puis, enfin, tout à il y a fait. quand même des barrières. Soyez juste comme vous avez envie d'être, que ce C'est soit ça. dans la bienveillance ou d'autres valeurs, mais juste quelles sont vos valeurs et vers quoi vous avez envie d'aller. Tout à fait, tout à fait. Clairement, ça c'est un sujet majeur, être aligné avec ce qu'on fait. C'est important d'être à l'écoute, mais il faut réussir à choisir les conseils qu'on prend et qu'on prend pas. Pas tous les conseils sont bons à prendre, et ça veut surtout dire que même si des personnes que vous estimez douées, voilà, le conseil qu'elles vous donnent, elles ne sont pas à votre place. Ouais. Donc, vous pouvez choisir de ne pas prendre en compte ce conseil. Et ça, c'est super important parce que, notamment quand on est au début, au tout démarrage, on se dit, il faut faire ci, on veut cocher les cases. Moi, j'ai voulu cocher les cases. C'est une erreur. C'est une erreur fondamentale. Aucun projet ne coche les cases. Il y aura toujours un problème sur, mais ta captable, tes investisseurs, ils ont trop de parts, ils ont pas assez de parts. Il y aura toujours un problème sur, ton produit, il fait tel métrique, mais pourquoi il a pas tel métrique. Il y aura toujours un problème sur la taille de ton marché. En fait, il n'existe pas un projet qui coche les cases. Ça n'existe pas. Et ça, il faut l'avoir en tête parce que c'est pas je coche les cases. Non. En fait, t'as un projet, il a des avantages, des inconvénients, des forces, des faiblesses. Et en fait, il faut bâtir sur ça. Il faut pas chercher à cocher tout, en fait. Des fois, on part avec... j'en sais rien, moi. Je donne un exemple. Si demain, il y a un premier investisseur qui t'a donné 10 000 euros, il a mis 25% dans la boîte, et en fait, il est jamais là, ouais, c'est un problème. Tu coches pas une case. Mais en fait, ça veut pas dire que ta boîte, elle va pas marcher, en fait. En fait, peut-être que ce capital-là de démarrage, il était largement légitime. Et peut-être que maintenant, il faut trouver un moyen pour que soit il ait moins de parts, soit qu'il y ait une dilution. Enfin, il y a toujours une solution. Donc ça, vraiment, il ne faut pas chercher à cocher les cases. C'est hyper important. Voilà, ce sera le dernier conseil. Voilà. Ok, très bien. Et un mot de la fin, qu'est-ce que ça serait? Est-ce que tu as apprécié? Oui, c'était très bien. Merci Audrey pour ce bon moment. Non, franchement, merci super. Merci à toi d'être venu. Très très bien. Je pense que les entrepreneurs en général ont besoin de parler aussi de leur quotidien et de ce qu'ils ont vécu et de leur rappeler aussi leur réussite. Donc merci pour ça. Avec plaisir. Et non, du coup, le mot de la fin, non, mais en fait, ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est en fait, si vous voulez entreprendre, vous y allez à fond. Il faut vraiment y aller. Si vraiment c'est quelque chose qui vous, voilà, si vous n'êtes pas poussé par les autres, c'est vraiment si c'est quelque chose en interne en vous. Moi, tout mon entourage m'a dit ne le fais pas, quoi. Je veux dire, j'ai aucun entrepreneur dans ma famille. Mon père, il est médecin, il comprend rien à l'économie, mais c'est pas pour le critiquer. C'est un très très bon médecin, mais il comprend vraiment, il comprend rien. Je lui explique un truc et j'ai l'impression, je dis mais c'est pas possible. Toi, t'as fait bac plus 12. Enfin, vraiment, on rigole parce que je dis mais c'est pas possible. Vous avez pas du tout les mêmes connaissances. Pas du tout. Et moi, il m'explique un truc. S'il faut, c'est pareil. Je comprends rien. Il me dit mais tu rigoles ou quoi? Donc, et c'est très drôle. Mais ce que je veux dire par là, c'est que même si l'entourage dit non et tout, si vraiment vous êtes animé par ça, faut y aller à fond. Et moi, clairement, sur ça, et même de où vous le faites, etc. Le faire en Corse, pas en Corse. Pareil, mon père, il m'a dit pourquoi tu fais ça en Corse? Qu'est-ce que t'as fait? T'aurais jamais dû rentrer et tout. Je dis mais en fait, moi, je suis très content d'être rentré. Et en fait, aujourd'hui, je suis complètement aligné avec ce choix. Je suis rentré, j'ai fait cette décision. Ça reste la meilleure décision que j'ai prise parce que déjà, à l'instant T, c'était la meilleure. Et aujourd'hui, en plus, je suis toujours content. Donc, c'est principal. Ouais, c'est clair. Voilà. C'est clair. Écoute, moi je te suis sur LinkedIn, à chaque fois je lis tes posts. Merci, un grand merci d'avoir accepté cette invitation. J'ai été ravie de discuter avec toi et j'en ai beaucoup appris malgré que je lise tous tes posts. C'est très gentil Audrey, je te remercie en tout cas. Et au prochain événement et au prochain post LinkedIn où on parlera comme ça par commentaire. Avec plaisir.